On est ici pour revenir sur une des grandes controverses scientifiques du moment. C'est celle qui porte sur Daesh, l'État islamique, mais plus généralement en fait sur le phénomène djihadiste. Alors c'est une controverse scientifique qui a eu des prolongements dans le débat public, et en particulier après les attentats de novembre 2015, dont d'ailleurs ça fait exactement 6 mois aujourd'hui, je crois que c'est peut-être un vendredi 13, c'est ça, parce qu'on discutait avec François de ça. C'est une controverse aussi donc, qui s'est prolongée parmi les pouvoirs publics, donc tout ça a une importance qui va bien au-delà du scientifique. Mais je pense que c'est avant tout, et il faut toujours le rappeler, une controverse scientifique, contrairement à ce que certains articles de journaux ont laissé penser. Ça n'est pas qu'une guerre des islamologues qui se battent pour des questions de personnes, mais ce sont aussi des chercheurs chevronnés qui travaillent depuis des dizaines d'années sur la région et qui s'opposent à partir de grilles d'analyse, de paradigmes de lecture fondamentalement différents sur le phénomène djihadiste. Et donc parmi ces plus éminents de ces chercheurs qui participent à ce débat, il y en a 2 qui sont parmi nous aujourd'hui. Donc François Burgat, qui est, par ordre alphabétique, attention, François Burgat, qui est directeur de recherche au CNRS, qui appartient toujours à l'IREMAM, qui dirige le programme WAFAO, c'est un programme ERC-CNRS à laquelle j'ai d'ailleurs aussi l'honneur d'appartenir, et Olivier Roy, qui est professeur à l'Institut universitaire européen de Florence, après beaucoup de choses, en passant par le CNRS évidemment, et Sciences Po à un moment aussi. Et l'ERC également. Et l'ERC également, pardon. Donc c'est un honneur de les avoir tous les 2 ici, pour avoir un échange que je crois que sera très constructif, en tout cas on doit s'y attendre. Moi je suis aussi très honoré d'avoir été choisi pour modérer ce débat. Voilà. Et je vais sans plus attendre leur passer la parole. Donc on a convenu que François Burgat commencerait pour une quinzaine de minutes donc, de propos liminaires, puis Olivier Roy s'exprimera aussi une quinzaine de minutes, et puis ensuite on lancera une discussion, donc je lancerai la discussion, puis ensuite on ouvrira à la salle. Voilà. Merci beaucoup Stéphane, merci à vous toutes et tous. Merci à quelqu'un qui est là par la pensée et qui est très présente dans nos pensées, c'est Ouda Ayoub, à qui nous devons cette semaine arabe qui démontre chaque année sa vitalité. Ouda Ayoub m'emmène au Yémen où j'ai eu le privilège de connaître Stéphane. Et donc, je tiens tout particulièrement à remercier l'école et pour vecteur de mes remerciements, renouveler mes salutations chaleureuses à Ouda Ayoub. Stéphane l'a dit, on est des fois agacé dans notre boulot, pas tout le temps, le reste du temps on est parfaitement zen, mais c'est vrai que ça m'agace un petit peu de voir réduit les divergences qui s'expriment sur des sujets aussi graves que celui qui nous réunit aujourd'hui, limité à des querelles d'ego ou à des affrontements interindividuels. Oui, bien sûr, je vais vous faire un aveu, il y a toujours une dimension narcissique dans la comparaison des productions scientifiques entre individus. Vous le savez, chacun d'entre nous, on le sait dans notre activité humaine. Mais de là à réduire cela, on ne marque pas des points gratuitement sur des sujets aussi graves que ça pour se faire plaisir. Et puis je voudrais donner un sens, c'est un anniversaire aujourd'hui, je voudrais donner un sens à ces, justement, c'est pour ça que j'aimerais pas qu'on réduise nos exercices à des paroles d'experts, à des querelles d'experts. Je voudrais donner un sens à la démarche académique quand il s'agit quand il y a des morts. Ça fait très longtemps que je suis confronté à cette actualité extrêmement brûlante, et les premières fois c'était les attentats du métro Saint-Michel, et j'ai toujours dit, et vous pouvez retrouver, googler ça dans les rebonds de Libération, j'ai dit il faut arrêter le poseur de bombes, c'est absolument essentiel, mais ensuite il faut démonter la machine à fabriquer des poseurs de bombes, sinon ça ne sert à rien. Et pour démonter la machine à fabriquer des poseurs de bombes, il ne faut pas avoir peur de faire du politiquement incorrect et donc d'aller à l'encontre de ces directives invraisemblables qui nous ont été données par le sommet de l'exécutif
qui est, si vous cherchez à comprendre, c'est que vous cherchez à excuser. Non. Chercher à comprendre, c'est chercher la marge de manœuvre qui nous reste pour, le cas échéant, influer de façon effective et positive sur ces trajectoires radicales. Hein. Et donc, je pense qu'on est là en tant que chercheur, mais en tout cas, en mon nom, je suis là aussi sans aucun complexe en tant que citoyen. Quel sens donner à cette introduction? Bon, on va nécessairement prendre des raccourcis. On ne veut pas vous faire perdre votre temps. On ne va pas, en tout cas, je ne vais pas reprendre de l'alpha et l'oméga de ma trajectoire de compréhension du phénomène de l'islam politique. Je vais effectivement mettre en avant ce que je considère être des différences, notamment par rapport à Olivier, et notamment par rapport à un autre chercheur qui est très présent dans cette maison et qui n'est pas là aujourd'hui, mais dont les théories participent, sont un des éléments constitutifs de ce débat, dont on n'a pas, nous trois, la prétention d'être les tenants et les aboutissants. On sait déjà qu'on est débordé par la nouvelle génération, dont Stéphane est un brillant élément. Mais disons que je vais m'exprimer sur un mode qui est un petit peu particulier, qui consiste à mettre en avant ce dont je considère que c'est un petit peu ma différence par rapport à Olivier et à Gilles. J'ai dit son nom, ça y est. Hein. Maintenant, dire une différence, affirmer le primat d'une variable, comme je vais le faire, ça ne veut pas dire affirmer l'exclusivité de cette variable. D'accord ? Donc je dis déjà à l'avance une bonne partie de ce que dit Olivier. Je suis prêt à le faire mien. Je vous dirai pourquoi, où je m'arrête. Hein, et une partie de l'explication par la variable religieuse du salafisme, j'en fais aussi mon miel. Mais c'est une question de hiérarchie. Et moi, je ne me satisfais pas de la hiérarchie qui est adoptée par mes collègues. Et c'est surtout cela que je vais dire. D'accord ? Pour simplifier, je pourrais dire que autour des trois noms que j'ai évoqués, dont le mien en troisième, il y a en gros trois approches qui se concurrencent, Je vais les présenter, bien sûr, en forçant un petit peu le trait, mais Olivier est là pour me dire tout à l'heure, il a le beau rôle, il parle en deuxième, il peut démolir tout ce que j'aurais dit, ce qui n'est pas le cas pour moi en commençant. Vous en prenez note, merci. Mais je dirais qu'il y a une thèse qui insiste sur le rôle de la variable religieuse et idéologique, c'est-à-dire il y a une interprétation déformée de quelques sourates coraniques qui s'insinuent dans le tissu de la société musulmane ou de la composante de la société française de confession musulmane, et elle fabrique, elle prépare des individus à entrer en rupture politique avec leur environnement d'origine, et ça nous conduit où ça nous conduit. D'accord ? Alors cette approche consiste à identifier des généalogies. La radicalisation est passée par-ci, puis elle est passée par-là, et un tel a joué un rôle essentiel. Au hasard, Abu Mus'ab al-Souri. Et c'est passé par le 4e étage de la prison de la Santé, et c'est descendu au 3e étage parce qu'il y avait un défaut d'étanchéité. La radicalisation est passée par-ci, puis par-là, puis etc. On la suit, elle est individualisée, elle est territorialisée. D'accord ? Quel est le péché majeur à mes yeux de cette thèse qui est latente dans l'espace public français, jusqu'au sommet de l'appareil de recherche? Quand on veut lutter contre le terrorisme, quand on veut mobiliser la recherche française pour lutter contre le terrorisme, qu'est-ce qu'on fait? On crée 10 postes en islamologie. Cherchez l'erreur. Cette thèse interdit de penser la responsabilité des non-musulmans. Voilà, j'ai tout dit. Cette thèse qui nous fait entrer dans le processus de radicalisation par le lexique qu'emploient les auteurs pour exprimer ou pour légitimer leur hostilité, nous prive d'un pan entier de l'analyse, qui est la responsabilité des non-musulmans. J'ai tout dit, mais je pourrais y revenir. Là, ça se complique parce que l'auteur est à côté, mais je vais devoir tout de même le réduire à une formule qu'il a employée,
Alors peut-être il dira tout à l'heure, ouais, mais ça c'était dans un journal, je dis ça un peu vite et tout. Mais il a dit les djihadistes français, c'est des pieds nickelés. C'est des pieds nickelés. Donc moi, j'enferme Olivier aujourd'hui dans le paradigme des pieds nickelés. On aurait pu dire la racaille, paradigme de la racaille. Et je vais expliquer ce qu'entend Olivier sous sa responsabilité. Mais il a employé l'image pieds nickelés. Moi, je me suis plongé dans l'histoire des pieds nickelés et je me suis aperçu que cette image n'est pas tout à fait exacte parce que les pieds nickelés ont eu un rôle politique dans la Seconde Guerre mondiale. Ils ont joué des tours aux Allemands, ils ont eu un engagement. Ce n'était pas seulement des gens invertébrés politiquement, intellectuellement, paresseux. Et donc, moi, je préférerais dire que le paradigme que tu évoques avec les pieds nickelés, on devrait l'appeler le paradigme des Martiens. Les djihadistes, ils sont venus de nowhere. Ils sont en relation avec aucune des tensions, des crispations, de l'historicité du monde musulmans dont ils se sont extraits. Alors, il y a la notion de communauté musulmane. J'aurais peut-être dû dire, avant d'entrer dans ce chapitre, Olivier, au moment où j'ai dit que j'allais m'exprimer sur le terrain des différences, que je partage avec Olivier des tas de convictions. Hein. Je vais prendre le temps d'en énumérer quelques-unes. J'aime beaucoup quand Olivier dit le paradoxe de l'attitude des Français non musulmans qui ne cessent de demander aux musulmans de ne plus se communautariser, mais qui, chaque fois qu'il y en a un qui oublie de marquer un but, leur demande de le condamner au nom de la communauté. Hein, je dis oublie de marquer un but, c'est-à-dire fait quelque chose de négatif. Celui-là, on dit à tous les musulmans, vous devez au nom des musulmans le condamner. Et donc ça, quand Olivier dit ça, il le dit extrêmement bien. Quand Olivier souligne le paradoxe des explications culturalistes, hein, quand il a rappelé au sens commun qu'un salafiste, ce n'était pas quelqu'un qui était complètement bourré et qui mettait, c'est son expression, la main aux fesses des dames sur les places publiques. Ça allait juste pas. Donc l'explication de Cologne par une approche, par une variable culturelle et religieuse était fragile. Donc on a toute une série de terrains sur lesquels nous sommes en harmonie. Mais là j'ai une difficulté avec cet archétype d'individus invertébrés culturellement, politiquement, totalement extérieurs à la communauté musulmane. Je vais dire pourquoi je continue quand même à employer ce mot. Je vais le dire tout de suite. Parce que oui, c'est un mot dangereux parce qu'il interdit de penser la diversité et l'individualité des musulmans. Mais quand on s'appelle Mohamed, on sait la réalité du plafond de verre ou du barbelé auquel on se heurte en termes d'accès, par exemple, à l'emploi. Donc j'ai besoin de dire que quand même, il y a bien un lien qui définit, en l'occurrence de façon négative, ou qui enferme une catégorie d'individus dans le tissu national. C'est en ce sens-là que je dis, pour moi, ça pose un problème que de dire que ces djihadistes, ils se sont abstraits, ils n'ont plus aucune relation avec cette communauté musulmane qui les rejette, c'est la preuve. Hein, et j'y reviendrai bien sûr de façon plus détaillée. Leurs actions relèveraient donc d'une pathologie qui est très individuelle et qu'Olivier définit comme étant le nihilisme. Et là, je dirais, de façon un petit peu plus détaillée, pourquoi je suis mal à l'aise face à cette thèse, mais je vais, et ça va déplaire à Olivier, la réunir à la thèse précédente en émettant la même réserve. Cette thèse, à mes yeux, empêche de penser la responsabilité des non-musulmans. Elle n'inscrit pas la nécessité d'examiner la responsabilité des non-musulmans au cœur de notre dispositif analytique. Alors, vous le savez, on garde toujours le meilleur pour la fin. Donc, c'est la troisième vision que je résume en disant, pour moi, la violence terroriste auquel nous avons été confrontés à Paris, c'est l'écho d'un très profond dysfonctionnement des institutions politiques, c'est-à-dire du système de représentation politique, du système d'allocation de ressources, dans le théâtre oriental d'abord et avant tout, où ça a dysfonctionné très 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 fort, en Irak et en Syrie, mais aussi dans le théâtre occidental, et je laisse tomber les 75 nations qui, jusqu'à un certain point, ont fonctionné comme le théâtre occidental. Mais disons que ce même dysfonctionnement radical des institutions politiques qui a commencé de façon explicite dans le théâtre oriental a rencontré, au nom de quoi? Au nom d'une sorte de globalisation du ressentiment. Hein? La globalisation du ressentiment a fait que des laissés pour compte de systèmes politiques oriental
et occidentaux qui ne fonctionnaient pas ont pu corréler leurs désillusions et adhérer à un projet utopique commun. La globalisation du ressentiment va faire que des acteurs occidentaux vont épouser, comme cela s'est fait par le passé, ce n'est pas très original, et je suis très reconnaissant également à Olivier de nous permettre parfois d'humaniser ce genre de révolte en rappelant qu'elles ont des échos dans le temps et dans l'espace, qu'elles ne sont pas totalement uniques à l'histoire humaine. La sociologie, la psychanalyse des acteurs peuvent bien évidemment apporter un complément utile à l'analyse, mais c'est là que je me sépare. Oui, il y a peut-être des pieds nickelés dans les djihadistes. Mais le modèle pied nickelé ne peut pas servir à construire l'archétype du djihadiste. Voilà. C'est la dose que je réfute. Hein. Et je dirais, j'ai fait ma transition, je vais entrer maintenant un petit peu plus dans le détail. Ce qui me gêne, c'est d'extrapoler une partie de l'analyse, et je fais mienne la thèse de l'islamisation de la radicalité, pourvu qu'elle soit périphérique, pourvu qu'elle serve à expliquer un certain nombre de comportements, notamment des convertis. Mais je vais régler leur compte aux convertis tout de suite, parce que je sais qu'on va m'en parler. Les convertis, mesdames et messieurs, chers collègues, ce sont des gens qui montent dans un train en marche. On ne peut pas demander aux gens qui montent dans un train en marche de restituer la rationalité de ceux qui ont monté le convoi. C'est tout. On ne peut pas fonder l'analyse d'une mobilisation quelle qu'elle soit sur 20%, au détriment de 80%. Encore une fois, le converti prend un train en marche. Il est porteur d'une rationalité spécifique, il doit participer à l'explication, mais il ne peut pas en être le pilier. Il ne peut pas nous permettre de fonder l'archétype explicatif. Alors, il y a autre chose, évidemment, qui réveille des vieux souvenirs chez moi, c'est le syndrome de cette extraterritorialité sociale, du pied nickelé. Hein. Il est coupé totalement de son environnement, c'est un pauvre type. Alors de ce point de vue-là, la surenchère de Gilles est très forte. Regardez tous les qualificatifs qu'emploie Gilles pour décrire les djihadistes, sont des sous-développés, des mal éduqués, c'est vraiment très 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 violent. Mais disons qu'on est là sur le terrain d'individus déclassés. Or moi, ce surinvestissement de la fragilité sociale des acteurs d'une révolte, c'est une vieille chanson. Je la connais depuis le début de l'appréhension par le regard occidental du phénomène islamiste. En 1990, le correspondant du Monde à Alger, Jacques de Baringes, était recherché pour permettre aux lecteurs du grand quotidien du soir de comprendre ce qui est en train de se passer en Algérie, l'émergence d'une génération politique. Je peux retrouver la citation. Les membres du FIS, c'est des déclassés sociaux, c'est des gens qui n'ont plus rien à perdre, c'est des paumés, c'est des ratés, c'est des foutus. La surdétermination de la variable sociale, là, elle est opacifiante. Et on la retrouve en permanence. Et on y rajoute un peu de psychisme. Alors là, j'ai des exemples quand même. Quelqu'un d'aussi prestigieux qu'Emmanuel Todd et Youssef Courbage, dans ce livre qui s'appelait « Le dialogue des civilisations », en était quand même arrivé à nous expliquer, mais ce n'était pas passé inaperçu, c'était au Salon du Livre à Beyrouth. Et Youssef Courbage a passé quelques minutes difficiles quand j'ai commenté l'ouvrage. Parce que dans cet ouvrage, vous verrez que la violence, je cite, la violence palestinienne s'explique par la structure patriarcale la violence des Palestiniens s'explique par la structure patriarcale de leur société, qui diffère l'âge du mariage et qui cause d'inévitables problèmes à la sexualité des jeunes. Donc, ils deviennent violents. Et c'est quand même l'explication qui nous est donnée de la violence des attentats suicides en toutes lettres dans un ouvrage qui mobilise les sciences sociales. Et qu'est devenue la matrice politique? Eh bien, elle a disparu. Alors, pour en arriver à la conclusion de la présentation de mon point de vue, ce que je reproche aux deux contre-analyses de ce phénomène, c'est qu'elles gomment, c'est qu'elles occultent la matrice que, pour ma part, je mets au milieu de l'avant-scène de mon explication, qui est le politique. Il y a de la violence parce qu'il y a
des laissés-pour-compte de la distribution des ressources symboliques et matérielles qui se sont aiguisées, aggravées. La façon fine dont elles se corrèlent entre le théâtre oriental et occidental doit être analysée. Les mécanismes psychiques du passage à l'action sont toujours intéressants. Mais je prends pour en montrer les limites un autre exemple. Savez-vous que Mohamed Atta, celui qui a écrasé son Boeing dans la première des tours du World Trade Center, lui aussi, je vous assure, ça a été vérifié, il avait de vrais problèmes de sexualité. Hein. Il n'avait pas passé le cap, tout ça. Ça n'allait pas bien avec les dames, il était complexé. Et alors? Et alors? Qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce que ça nous apprend sur la fracture politique que les attentats du 11 septembre ont révélée au monde? Et je prends un détour encore plus risqué. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais faisons le détour par une mobilisation perçue comme légitime. Si j'allais vous expliquer, et c'est le cas historiquement, qu'il y avait dans les maquis de la résistance des bandes de petits voyous. C'est vrai, il y en avait. Il y avait des voyous à la périphérie, des FFI, des trucs. Qu'est-ce que je vous apporte? Qu'est-ce que j'apporte à la démarche cognitive du phénomène de la résistance française à l'occupation allemande? Pas grand-chose. Des détails. Qu'apporte l'analyse psychanalytique? Alors, on m'a fait relire récemment, je ne vais pas citer le nom de ce monsieur, mais pendant toute la guerre civile algérienne, nous avions un psychanalyste renommé qu'on entendait tous les 8 jours sur France Culture, qui nous expliquait, qui réduisait les motifs de la résistance armée, de l'opposition algérienne élue légalement et écrasée par la répression militaire à des troubles de la sexualité. Les islamistes, c'est bien connu. Ils ont le psychisme, alors ils basculent dans la violence. Et la matrice politique, totalement disparue. Et ça, donc vous voyez, ça j'ai l'impression de le retrouver. Alors, bon, je crois que je dois terminer, non, à peu près. Mais je vais quand même citer, minutes, ouais. Je vais quand même citer ce avec quoi je suis absolument obligé de me démarquer. C'est chez toi, cher Olivier, la surinterprétation de la coupure des djihadistes avec leur environnement. Le fait, alors tu assènes des preuves éloquentes, tu dis « leurs parents vont se plaindre à Dounia Bouzar ». C'est donc la preuve qu'ils rejettent leurs enfants. Et ils n'ont pas connu la colonisation. Comment peut-il avoir un imaginaire colonial? Le conflit israélo-arabe n'a rien à voir, puisque la radicalisation s'est faite aux marges du monde arabe. Bon, les marges, je ne sais pas où tu les mets, mais disons, sont faites en Irak. Les Irakiens n'aiment pas se faire appeler marge du monde arabe, au lieu de se faire au centre. C'est-à-dire que tu évacues complètement le conflit israélo-arabe comme un élément qui alimente le mal-vivre politique. Là, tu le dis quand même très, très, très clairement. Ils sont complètement étrangers aux souffrances de la politique islamophobe et raciste française, à la gestion par la France, aux grands problèmes politiques du monde. Tu nous dis, ils sont, je cite, étrangers aux grands problèmes politiques du monde. Et moi, je te dis, mais est-ce que tu as écouté la cassette d'Ahmedi Koulibaly? Est-ce que tu as écouté l'Ashraoui, dont Didier François nous a parlé très longuement, qui est le terroriste de Bruxelles? Est-ce qu'on peut dire de ces gens-là qu'ils sont des invertébrés politiques, qu'ils sont des pieds nickelés, qu'ils étaient en situation de coupure absolue? Et, bon, je conclurai là-dessus parce que j'ai encore, non pas des munitions, mais des remarques constructives, à faire. Je pense que quand tu dis les parents des djihadistes les rejettent, la preuve, ils vont se plaindre à Dounia Bouzar. Bon, factuellement, on pourrait discuter, hein, parce que moi, j'en connais qui ne vont pas se plaindre, et puis je connais aussi des parents qui sont partis derrière leurs enfants. Enfin, la situation factuellement est un petit peu plus complexe. Mais ce qui me gêne, c'est que tu en conclus que les dysfonctionnements de notre système politique et social qui ont marginalisé ces jeunes au point de les faire passer dans une posture de rupture sont totalement étrangers à l'imaginaire de leurs parents. C'est-à-dire que les parents des djihadistes, quand ils voient l'imam Chalroumi à France 2 au journal de 20h, ils sont contents.
quand ils sont fiers d'être représentés par ce monsieur. Quand ils font le bilan de la politique de Laurent Fabius à Gaza, ils sont satisfaits. Quand ils remontent à l'attitude de Nicolas Sarkozy en Afghanistan, pas de problème. À celle de François Mitterrand, pas pendant la guerre d'Algérie, juste pendant la guerre civile algérienne, pas de problème. Ils n'ont absolument aucune tension avec tout ce dont on pense, hein, tout ce dont je pense que c'est la matrice politique de la fabrication de la radicalisation. Bon, je m'aperçois que j'en suis seulement à la moitié, cher Olivier, donc il m'en restera pour éventuellement. Mais je pense que en une phrase, les approches qui ne permettent pas de nous, non-musulmans, nous placer, non pas en situation de monopole, mais au centre de l'introspection qui doit nous permettre de trouver les solutions, sont, à mes yeux, des approches ineffectives. Il faut que l'on puisse penser la part de responsabilité des non-musulmans dans l'échec de la relation avec une composante du corps social, les musulmans, qui entre en interaction avec des dysfonctionnements de nos politiques dans notre environnement oriental. Merci infiniment de votre attention. Olivier Roy. Bon, bah, c'est bien parce que François a résumé, en simplifiant un petit peu, mes différentes thèses. Bon, donc, à la limite, j'ai juste quelques notes en bas de page à ajouter. Je partage tout à fait l'analyse qu'a fait François au début sur les problèmes, disons, un peu de méthodologie, de débat, etc. Et un grand problème, c'est qu'on débat par médias interposés. On n'a pas le choix. Hein. Soit on choisit de rien dire et d'écrire un livre, bon, une fois tous les 2 ou 3 ans, soit on intervient dans le débat et donc on est formaté par le débat médiatique, c'est-à-dire la petite formule, évidemment qui fait les choux gras de François, le off qu'on a oublié de couper, etc., etc. Et puis ce goût de la presse de caricaturer les positions. Je ne les critique pas forcément, hein, ça fait partie du jeu aussi. Hein. Et la fameuse formule, bon, j'ai découvert après coup que la fameuse formule qui a fait ma renommée grâce, bon, à l'écho qui en a été donné par d'autres, radicalisation de l'islam et islamisation de la radicalité, elle n'est pas de moi en plus, elle est d'Alain Berthaud, hein, s'il est là, donc je le remercie. Je lui ai piqué sans m'en rendre compte, hein, comme bon... parce que j'ai repris la question posée par un journaliste qui, lui, avait utilisé la formule d'Alain Berthaud. Je me dis, c'est génial comme formule, sauf qu'elle n'était pas du journaliste non plus. Mais du coup, maintenant, on me l'attribue à moi, surtout en anglais, donc ça va, je la garde. Hein, moi, je pense que, bon, on a tous notre vision du monde, notre passé aussi, hein, de vieux militants ou moins militants, bon... et on ne va pas se contredire maintenant. Donc on a une logique un petit peu quasiment historique. Je veux dire, on a quand même 40 ans de carrière. Et c'est un élément qui joue, hein, parce que nous, notre polarisation dans cette question d'islamisme, c'est à la fin des années 70. Moi, c'est la révolution islamique d'Iran, c'est l'Afghanistan après. Et c'est clair qu'on a continué à développer une problématique, une vision du monde et tout, qu'on ne va pas d'un seul coup interrompre pour dire, bon, les choses sont complètement différentes, tout a changé. Mais les choses changent. Donc, je me dis, il faut revenir quand même à des faits. Hein. Oui, et moi je suis pour faire de la sociologie, absolument. Sociologie des acteurs. Je suis d'accord avec François, la sociologie n'est pas une explication politique en soi. Hein. Et ça, c'est pour ça que je n'accepte pas cette critique-là. Je ne nie pas la dimension politique parce que j'ai trouvé une autre dimension chez les acteurs. Ne serait-ce que leur action a un impact politique. Par définition, ils sont des acteurs politiques. Hein. Donc s'interroger sur leur motivation n'est pas leur nier leur caractère d'acteur politique. Par exemple, je suis en total désaccord avec toutes les théories de la déradicalisation, etc. Parce que je pense qu'il faut considérer les gens qui sont allés faire le djihad comme des gens libres, hein, comme des volontaires, comme des gens qui ont fait un choix, et un choix politique. Hein. Donc je ne...
C'est vrai qu'on peut me faire dire ça en prenant telle phrase dans les articles, mais en prenant beaucoup plus de temps, ce qui est quand même notre boulot de chercheur. Non, je ne nie absolument pas que ce sont des acteurs politiques. Alors, je vais revenir sur la sociologie du groupe. Mais la grande question, quand on a un groupe, et là on a un groupe, c'est-à-dire ceux qu'on va appeler terroristes plus djihadistes, c'est pas exactement la même chose, hein, c'est clair. Il y a des terroristes qui ne sont pas djihadistes, et il y a des gars qui partent pour la Syrie, mais qui n'ont absolument pas l'intention de commettre un attentat en Europe. Bon. Mais enfin, quand même, on peut raisonnablement, d'autant plus que les deux se réclament de Daesh, considérer qu'on a une catégorie qui fonctionne. Catégorie terroriste djihadiste, rejoignant d'abord Al-Qaïda et maintenant rejoignant Daesh. Bon. Et étudier cette catégorie en soi vaut le coup. Enfin, c'est un travail scientifique. Maintenant, la question que pose François est fondamentale. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Et tout le débat est là. Tout le débat est là. Toute notre différence entre tous les deux, elle est là. L'analogie qu'il a fait avec les résistants français et le fils, ben justement, derrière les résistants français et le fils, il y avait des mouvements sociaux, des mouvements politiques, une mobilisation, alors pas l'unanimité qu'on a décrit dans les deux cas, etc., bien entendu, mais il y avait des partis politiques aussi dans les résistants français. Il y avait le Parti communiste, et c'était pas n'importe quoi. Il y avait le nationalisme, il y avait des tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Hein. Ce qui fait que, effectivement, faire le portrait sociologique et psychologique des résistants ne dit pas grand-chose, et je suis tout à fait d'accord avec François, sur qu'est-ce qui est la mobilisation politique en France pendant la guerre. De même, l'étude des militants du fils n'explique pas pourquoi il y a eu effectivement une mobilisation islamiste en Algérie. Donc, ce que je conteste aujourd'hui dans le cas des terroristes, c'est que je dis qu'il n'y a pas de mobilisation politique, ni sociale, ni culturelle derrière eux. Voilà, ils sont seuls. Bon. Alors, qu'ils soient un symptôme, alors pas au sens psychanalytique, mais au sens politique, hein, et que leur colère, entre guillemets, se nourrissent de frustrations qui sont partagées par une partie de la population bien plus grande et que François appelle les musulmans, puisqu'il les oppose aux non-musulmans. Oui, bon, bien sûr. Et la Koulibaly, quand il dit qu'il n'est pas content, qu'il prend sa revanche, qu'il a souffert, qu'il a subi, qu'il a été humilié, bien entendu, il y a des dizaines et des centaines de milliers de jeunes de son âge qui peuvent se dire « oui, moi aussi j'ai été humilié ». Bon, donc en ce sens-là, ils sont bien... les ressentiments dans lesquels ils puisent n'est pas une trajectoire purement personnelle, c'est pas une histoire psychanalytique, c'est pas une histoire de frustration, ça s'ancre bien effectivement sur une société qui dysfonctionne. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Simplement, je dis, ça ne s'ancre pas sur un mouvement politique. Prenez les Palestiniens. Les parents palestiniens de terroristes, bon, ils peuvent être fiers que leurs enfants fassent du terrorisme, ils peuvent être pas contents du tout que leur fils fasse du terrorisme. Mais dans les deux cas, ils comprennent pourquoi le fils fait ça. Hein. Leur enfant fait ça, ils comprennent. Et ils vont pas aller se plaindre auprès des autorités israéliennes en disant vous auriez dû l'empêcher de faire un acte terroriste, etc. Ils assument. Hein. Et ils en paient le prix aussi, évidemment, les représailles collectives, en tout cas contre la famille, ça c'est clair. Bon. Donc là, il y a un univers de sens qui est partagé. Hein. Pareil donc pour les grandes mobilisations de type islamiste. Pour le mouvement pro-palestinien, je ne dis pas que la question palestinienne ne joue pas de rôle. Je dis qu'elle ne recrute pas, qu'elle n'agite pas les mêmes milieux. Que les gens qui suivent Daesh ne sont pas des gens qui sont mobilisés sur la question palestinienne. On n'a aucun membre de la flottille de Gaza qui a rejoint Daesh, etc. Et inversement, les militants pro-palestiniens sont plutôt catastrophés devant le phénomène Daesh, bien entendu, hein, qui brouille les pistes. Ils ne se reconnaissent pas du tout, évidemment. En plus, Daesh ne s'est pas privé, au passage, de massacrer les cadres du Hamas dans le camp de Yarmouk. Hein. Donc quand on nous dit, oui, il y a un imaginaire commun de la souffrance, de la révolte, etc., sur le terrain, c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas du tout ce sentiment. Bon, le Hezbollah combat Daesh, quand même. Le Hezbollah qui a été vu en 2006 comme l'avant-garde du nationalisme arabe, de la protestation de la rue arabe contre l'entité sioniste, etc., etc. Alors, cette espèce de
d'œcuménisme, là où on voit les musulmans souffrant du Pakistan jusqu'à Sarcelles, épousant la cause du ressentiment, etc. Tous ces gens-là vivent dans des situations politiques concrètes et ils sont parfaitement au courant de la complexité des situations politiques locales. Bon. Il n'y a donc aucune fascination pour Daesh. Au Moyen-Orient, sauf dans certaines catégories de population d'Arabes sunnites, qui ne sont pas forcément fascinés, d'ailleurs, c'est pas le terme fasciné très mauvais, mais qui ont des raisons objectives, qui sont politiques, ça je suis tout à fait d'accord, d'avoir accepté Daesh. Bon. Donc les gens sont dans des logiques politiques. Ils ne sont pas dans une espèce d'imaginaire de la souffrance. Hein. Ça, je trouve qu'il y a une espèce de subjectivisme là-dessus. Et je te retourne la critique, ce qui fait toujours plaisir, la critique que tu me fais. Tu dépolitises hein, en te référant essentiellement à une espèce d'imaginaire de la souffrance. Les gens sont dans des situations politiques. Et des moments, ils sont dans des impasses politiques. Effectivement, j'aimerais pas être un Palestinien vivant en Syrie. Il est où mon camp bon, évidemment, ils en prennent plein la gueule des deux côtés. Donc on a bien affaire à des acteurs politiques, qui ont des stratégies politiques, y compris Daesh comme organisation. Mais ces jeunes qui rejoignent Daesh, eux, ne le rejoignent pas du tout sur des logiques politiques. Voilà, c'est ça ma grande différence. Ils sont dans un autre type de logique. Et ces gars-là, on les connaît. C'est-à-dire que là aussi, quand on dit qu'il faudrait faire des enquêtes, etc., on a les données. Il y a des bases de données, alors elles varient. Moi, j'ai ma petite base pratique de 120 personnes. La police a, paraît-il, un fichier de 4000 personnes. Bon, on ne travaille pas avec les mêmes moyens. Les gens de Sciences Po, et une équipe de Sciences Po qui a travaillé sur les Français morts en Syrie, ils ont une base donc, de 68 noms. Et puis voilà, on a les Belges vont nous sortir une liste du groupe de Molenbeek, etc. Les Portugais, parce qu'on est trop franco-français. Hein. Ces phénomènes de mobilisation, il faut les voir à l'échelle occidentale et européenne. C'est pour ça aussi, là, bon, je ne dis pas que la question d'Algérie ne joue aucun rôle. Hein. C'est ce que je dirais dans un interview où on me demande de résumer ma pensée en 4 phrases. Bon, mais quand j'écris un livre, ouais, les choses sont quand même plus nuancées. Mais on oublie, on en fait un phénomène franco-français maintenant, le djihad français. Il n'y a pas de djihad français. Hein. Il y a un djihad mondial, il y a un recrutement de jeunes en Europe occidentale, et qu'on prenne n'importe quel pays d'Europe occidentale, les schémas sont les mêmes. Hein. Et même l'Amérique, hein, les schémas sont les mêmes. Bon, l'Amérique c'est plus complexe, parce qu'on a disons un spectre, un éventail de profils qui est plus large aux États-Unis qu'en Europe occidentale. Mais là, par exemple, bon, moi j'utilise beaucoup les travaux des journalistes, des vrais, ceux qui font ce qu'on appelle de l'investigation. Bon. Et il y a d'excellents papiers de journalistes. Les Portugais ont fait un remarquable travail, un journal portugais a fait un remarquable travail sur les radicalisés portugais. Et c'est passionnant. Et on a tout, parce que les journalistes vont interroger la famille, parfois ont déjà interrogé les gars. On a plein d'exemples où les types ont été en fait interviewés comme Kelkal avant de se radicaliser complètement. Ils vont faire des enquêtes de voisinage, ils vont interroger le milieu, ils vont établir le CV, etc. Donc on peut dire qu'on a un profil, enfin des profils communs à toute l'Europe occidentale du radicalisé local. Il y a un facteur sur lequel, j'en parlais tout à l'heure avec François, on reviendra, c'est est-ce qu'il y a une composante, est-ce que c'est vrai qu'il y a une surreprésentation des francophones, hein? Et on est tout à fait d'accord tous les deux, oui, mais évidemment on est en total désaccord sur la raison pour laquelle il y a une surreprésentation des francophones. Bon. Enfin, des gens vivant dans un univers francophone. Alors, quand on étudie les radicalisés, donc encore une fois, on a des centaines de bio. Et moi, je crois à la sociologie politique. Bon, c'est aussi mon boulot, mais voilà, on ne peut pas dire simplement essayer de les comprendre, comme dirait l'autre, c'est les dépolitiser. Non, non, au contraire, c'est essayer de comprendre comment ça fonctionne. En gros, sur la base de données sur laquelle moi je travaille, mais encore une fois, il y en a d'autres, mais j'ai trouvé aucune qui contredisait fondamentalement, on a le même profil depuis 1995. Le tournant, hein, c'est 1995. C'est la deuxième génération. Il n'y a pas de troisième génération du djihad. Entre Khaled Kelkal et les frères Kouachi, on a des profils absolument similaires. Hein.
Ce sont des jeunes, soit arrivés très jeunes, soit nés en France, complètement éduqués dans le système français, qui passaient justement pour très intégrés, qui ont souvent, mais pas toujours, et ça je suis d'accord, c'est pas l'explication, eu une trajectoire de petite délinquance, mais là on peut parler de délinquance de révolte, hein. C'est aussi une forme d'opposition à la société. Et ces jeunes-là sont de seconde génération. Alors, on va me dire, ben, c'est normal, c'est un problème, voilà, première génération est arrivée dans les années 70-80, et donc dans les années 90, on a la seconde génération. Oui, sauf que 20 ans après, on a toujours la seconde génération. Alors, bien entendu, on trouvera toujours une troisième génération et une première génération. Mais il y a quand même 60 à 65% de seconde génération sur 20 ans. Et ce pourcentage n'est pas invalidé par le fait que sur 20 ans, on voit aujourd'hui apparaître une troisième génération, c'est-à-dire des gens dont le grand-père est venu en France. Les convertis, ils font 25% et leur nombre est en augmentation. Alors je suis d'accord avec l'histoire du train en marche. Les convertis montent dans un train. Ils auraient vu passer un autre train dans une autre direction. Ils seraient peut-être montés dans l'autre train. Bon, le train aujourd'hui, c'est la radicalisation de type Al-Qaïda ou Daesh. Bon. Et quand on se radicalise, on monte dans ce train-là. Mais je ne fais pas de différence fondamentale entre les secondes générations et les convertis. Parce que pour moi, ils ont les deux le même rapport au religieux. Et là, moi, je ne fais pas du religieux un facteur, disons, strictement identitaire. Et ça, c'est la grande différence que François et moi, on a depuis 30 ans. Pour Burga, pour François, pardon, la religion, dans le fond, c'est l'identitaire. Pour moi, la religion, il faut la prendre au sérieux. Surtout quand on a une religion qui n'est plus culturelle. Et là, c'est ma thèse sur la déculturation. Je ne vais pas y renoncer. Au contraire, je trouve qu'elle se vérifie de plus en plus. La crise du religieux, c'est la déculturation du religieux. La violence du religieux, c'est une violence qui vient de la déculturation du religieux, qui n'est jamais liée à du religieux traditionnel. C'est pour ça que le salafisme a sa propre forme de violence, qui n'est pas forcément une violence physique, qui peut être une violence purement symbolique. Et c'est pour ça que des pays en grave crise d'identité, comme le Pakistan, parce que le Pakistan, dans le fond, n'a jamais existé. Il s'est construit d'emblée sur une référence islamique et ou musulmane, puisque tout le débat est là au Pakistan. C'est un pays où la question religieuse se présente sous la forme la plus violente. Et c'est pas par hasard. Sur les... et là, moi, je fais le lien avec la francophonie. S'il y a une surreprésentation de francophones, c'est aussi parce que la francophonie a un effet de déculturation et ou acculturation bien plus fort que dans l'anglophonie. C'est-à-dire qu'on demande effectivement, dans le passage au français, pas seulement de changer de langue, mais de changer de tout le référentiel. Ça, on est tout à fait d'accord. Sur l'Algérie, il y a une chose qui me frappe, donc c'est qu'aucun des Algériens n'est retourné en Algérie faire le djihad. Bon. Et là, il y a quelque chose... Alors, je vous donne des éléments un peu épars, parce qu'on aura le temps d'en reparler, et je ne vais pas vous faire un exposé. Bon. Moi, quand j'étais prof de lycée, donc dans la fin des années 70, j'ai vu arriver donc, la première, seconde génération. Et alors, très frappé d'une chose, c'est que ces jeunes, se posaient des tas de questions sur l'islam, etc., mais ils n'avaient aucune formation religieuse. Et en particulier les enfants d'Algériens. Et donc, je suis allé voir les parents, le père, évidemment, et je suis tombé sur des gens, j'allais dire très traditionnels, souvent parlant arabe, ayant leur connaissance du religieux, pas du tout des blédards incultes, etc. Il y en avait, mais je suis tombé sur des gens qui étaient de niveau instituteur, etc., etc. Alors, il dit, mais je ne comprends pas. Votre fils ou votre fille allait poser tant de questions et tout, et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Et alors je me suis reçu de deux choses. Un, il me dit, qu'est-ce que vous voulez que je transmette? Je veux dire, l'islam que moi j'ai aux jeunes ici, ça leur dit rien, et surtout ça dit rien à la société française, ça dit rien à l'environnement, et j'ai l'impression que si je leur transmets ça, je vais les bloquer. Je vais les... Alors, voilà, je leur dis qu'il faudrait quand même qu'ils prient, il faudrait quand même qu'ils fassent ceci ou cela, mais je ne leur enseigne pas. Et les enfants, eux, avaient l'impression que leurs parents leur enseignaient sous forme folklorique. D'où leur attrait ensuite pour le salafisme, qui précisément définit la religion des parents comme folklore. Mais aussi, chez les Algériens, j'ai trouvé autre chose
très intéressante. C'est-à-dire, la plupart des parents étaient venus en 62, 63. Et moi, très sincèrement, je pensais que c'était des harkis. Surtout qu'on était à Dreux, où il y a une forte communauté harkie. Et après, je me pensais que pas du tout. Ils ne sont pas harkis. Au contraire, que beaucoup d'entre eux avaient été sympathisants du FLN, avaient fait partie de réseaux, etc. Et alors, comment expliquer à leurs enfants qui sont venus en France en 62 Alors, ils avaient des explications rationnelles, mais qui n'ont pas donné à leurs enfants, qui étaient des explications de type économique, évidemment. En particulier sur les pensions, les retraites, enfin, tous ces trucs-là. Des raisons parfaitement honorables, mais indicibles. Bon. Du coup, ils n'ont rien dit. Et là, on a ce phénomène du silence de la première génération, qui, pour moi, joue un rôle extrêmement important. Ce qui me frappe, précisément, c'est la dimension générationnelle chez les radicaux. Il y a des faits, je veux dire, bon, on ne peut pas écarter comme ça d'un revers de main le fait que les fratries sont surreprésentées. On n'a jamais vu ça, je veux dire, dans aucun mouvement de radicaux, etc. Le fait que la moitié des membres de la cellule sont avec leurs frères. Jamais vu ça. Bon. Et quand ils ne sont pas avec leurs frères, ils recréent des liens de fraternité en épousant la sœur du copain, épousant à leur manière également. Ils se reconstituent des cellules familiales complètement coupées, évidemment, des traditions matrimoniales de leur milieu d'origine, etc. Et du système français aussi. C'est pas leur, cette importance de la famille nucléaire dans le phénomène djihadiste. On part avec la femme et les bébés, faire son djihad. Bon, il y a quelque chose ici. Juste une indication. D'autre part, et là où je ne suis pas d'accord avec François, ou plus exactement je défends évidemment mon point de vue, il faut écouter ce qu'ils disent. Moi je ne dis pas ils sont fous, bon les pieds nickelés, bon. Et d'ailleurs, comme François l'a très bien dit, c'est profondément politique, les pieds nickelés, bien entendu. J'avais lu quand j'étais petit. Merci, Burga. Oui, merci, Burga. Grâce à lui, je peux enfin dire, voilà, les pieds nickelés, c'est pas du tout une insulte. Au contraire, les réintégrer dans une vision politique des choses. Bon, mais je n'y aurais pas pensé avant lui, avant qu'il me file le tuyau. C'est ce phénomène de... oui, il faut écouter ce qu'ils disent. Et ils parlent. Ils n'arrêtent pas de parler. En plus, avec les réseaux sociaux, les Facebook, les écoutes de police. Enfin, bon, on a plein. Et puis Koulibaly, il appelle la presse, il appelle il veut être sûr d'être en direct, il veut être enregistré, ils se font passer en vidéo. Ils parlent. Non. Aucun d'entre eux ne fait de grandes analyses géostratégiques. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont un discours assez structuré, je ne dis pas du tout bête, maladif, etc. Ce sont les vengeurs de la Oumma, de la communauté des musulmans qui souffrent. Donc ils reprennent ce narratif de la souffrance de la communauté. Mais c'est une communauté complètement décontextualisée. Ils vont prendre leurs exemples, leurs vidéos, etc., dans des contextes complètement différents. Quand ils parlent de l'histoire, ils vont beaucoup plus parler des croisés que des parachutistes français en Algérie. Ils ne puissent pas leur exemple dans les généalogies familiales. Ils vont, au contraire, ignorer, pour les raisons largement que j'ai mentionnées avant, ignorer les généalogies familiales et se placer d'emblée dans un universel abstrait. Je ne dirais pas imaginaire au sens de faux, parce que je suis d'accord, il y a évidemment des gens qui souffrent, il y a évidemment du racisme, il y a évidemment tout ça. Alors, ils vengent la communauté des musulmans, ils sont des héros, et ça ils le disent mais constamment, ils sont des héros solitaires, et ils meurent. Parce que c'est quand même, c'est un trait métaphysique, d'accord, mais c'est quand même une constante. Depuis Khaled Kelkal, ils meurent tous. Et justement, la grande question sur Abdeslam, mais pourquoi il n'est pas mort celui-là effectivement, c'est une question extrêmement importante, parce qu'ils meurent tous. Ils savent qu'ils vont mourir. Qu'ils partent faire le djihad ou qu'ils fassent des actions terroristes en France, s'ils ne meurent pas en se faisant sauter, ils se laissent prendre par la police, ils meurent les armes à la main face à la police. Il n'y a jamais de plan B, jamais d'organisation pour fuir. On est dans une structure qui est complètement différente des actes terroristes commis
en relation avec le Moyen-Orient dans les années 70 et 80. Dans les années 70 et 80, on avait des militants politiques, membres d'organisations, très souvent évidemment parrainés par des États, qui avaient une stratégie d'État, qui faisaient des actes terroristes dans un but très précis, obliger tel gouvernement à changer sa politique sur telle dimension, sur tel domaine, etc. Donc on restait dans la politique négociable, si je peux dire. Et quand ces gars faisaient des attentats, que ce soit Tati ou tous les autres, ils faisaient tout pour ne pas se faire prendre, pour ne pas se faire identifier, et pour rejoindre leur organisation ou leur pays, et remettre ça éventuellement. C'était des professionnels. Bon. Un vrai professionnel ne se tue pas. Il ne se tue pas gratuitement. Et c'est un problème d'ailleurs concret chez Daesh, c'est-à-dire l'usure des militants. Si tous ceux qui sont expérimentés se font tuer, il y a un moment donné où il y a un problème de formation des cadres, comme on disait autrefois. Donc, il y a... on ne peut pas éliminer cette dimension-là qu'ils sont là pour la mort. On ne peut pas l'éliminer en disant c'est du subjectivisme, c'est de la mauvaise psychanalyse, etc. Il y a de la mauvaise psychanalyse, ça, je suis tout à fait d'accord, hein. Mais elle est dans l'explication qu'on va éventuellement donner à tout ça. Elle n'est pas dans le phénomène qui est là. Je veux dire, ce phénomène de jeunes femmes qui se radicalisent, veulent partir faire le djihad, veulent épouser un djihadiste, explique qu'évidemment il va mourir, hein, bien sûr, hein, et qu'elles vont être très très fières après, et elles discutent qu'est-ce que c'est qu'être veuve de guerre, etc. Il y a des avantages et des inconvénients, mais de toute façon, bon, on en trouvera un autre, etc. Bon, alors on tend à blaguer un petit peu là-dessus, à dire c'est des phénomènes pathologiques, etc. Mais non, pour moi, il y a dans cette dimension de la mort quelque chose de fondamental pour comprendre comment ça fonctionne. Et ça explique pourquoi, et là c'est ma grande différence avec François, ils ne sont pas du tout représentatifs, même, alors on ne va pas se disputer sur représentatif, je ne dis pas que dans la version de François, les musulmans admirent les gens de Daesh, hein. La seule personne qui a exprimé son admiration, c'est Jean-Marc Rouillant, hein. Parce que lui, à très juste titre, il a vu l'affiliation. Mais autrement, non, Daesh exerce, et c'est d'ailleurs sa technique de pouvoir, un effet de sidération sur les opinions publiques musulmanes. Hein. Pas du tout un effet de fascination. Par contre, ça fascine des jeunes qui ont des raisons justement de se reconnaître dans cette mise en scène de Daesh. Ça sera mon dernier point. Et là, je sais que j'entre dans des choses qui paraîtront complètement métaphysiques, esthétiques, tout ce qu'on veut. Mais on ne peut pas comprendre le recrutement de Daesh si on ne comprend pas sa mise en scène, son esthétisation de la violence. Hein. Le fait qu'il joue systématiquement, professionnellement, sur une esthétique de la violence, une esthétique du super-héros, une mythologie du groupe. Hein, j'ai fait, et ça je la maintiens, c'est pas un raccourci journalistique, la comparaison avec le film Salo de Pasolini, où d'ailleurs ce sont des jeunes fascistes qui sont enfermés dans un espace où ils ont tout pouvoir, hein, de mort et de sexe, mais à une condition, respecter la règle du groupe. On ne peut tuer et on ne peut coucher que en respectant la règle du groupe. Et c'est exactement ce que Daesh impose à ses propres membres. Donc il y a... si on veut comprendre la radicalisation, on ne peut pas rejeter toute ce narratif, cette mise en scène, etc., comme étant dans le fond anecdotique. Elle est pour moi fondamentale. Et encore une fois, parce que c'est là ma grande différence avec François, il n'y a pas de mobilisation politique pour Daesh dans le monde musulman. Point. On s'en sera aperçu. Alors qu'il y a dans le monde musulman, pas chez tout le monde, mais oui, une sympathie pour le peuple palestinien, une hostilité à l'impérialisme américain, etc., etc. Pour Daesh, non, il y a bien quelques personnes qui essaient d'expliquer que Daesh est le énième complot de la CIA, mais bon, c'est quand même un peu plus compliqué sur le terrain. Merci beaucoup. Merci à... Merci à tous les deux pour ces interventions très riches. Donc on va peut-être ouvrir le débat. Moi, j'ai moi-même 3 questions
pour commencer. Et puis, je suis persuadé aussi que vous avez envie de vous répondre l'un et l'autre, peut-être François, puisque Olivier a parlé en second. Oui. Mais je vais commencer par mes 3 questions, puis ensuite on élargira le débat à la salle. Alors la première, moi, quand je vous écoute, je pense qu'on a bien compris, et c'est la richesse de ce type de débat, vos points de convergence et de divergence. Moi j'ai l'impression, en fait, l'idée c'est pas de féminiser les différences et de dire que vous êtes d'accord, hein, on a bien compris que vous l'étiez pas, mais que c'est aussi surtout une histoire de primat des causes. Finalement, vous reconnaissez chacun chez l'autre des éléments qui s'intègrent à votre propre explication, mais vous êtes fondamentalement pas d'accord sur le primat à accorder à chacune de ces causalités. Moi, ce que je me demande en vous écoutant aussi, pour aller au-delà, c'est si finalement on ne doit pas analyser Daesh comme un agrégateur de motivations qui sont très différentes et qui sont liées aussi au fait que Daesh recrute et s'implante dans des contextes qui sont fondamentalement différents, avec des historicités, situations politiques extrêmement différentes. Quelquefois, je ne dis pas du tout, ce n'est pas pour ce débat ici en particulier, mais j'ai l'impression quand j'écoute les analyses de Daesh qu'elles sont aussi souvent conditionnées par le terrain qu'a fait le chercheur qui parle de Daesh. C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'on peut analyser de la même manière l'entrée dans Daesh d'un Irakien, d'un Saoudien, d'un Égyptien ou d'un Français, et à plus forte raison d'un converti. C'est-à-dire que là, finalement, est-ce qu'on peut dire il y a une même grille de lecture qu'on peut appliquer à tous, et donc la divergence n'est que de prima, ou finalement, selon les contextes et selon les différences de contexte, il ne faudrait pas aussi une explication qui soit plus multicausale et qui soit donc plus plastique, entre guillemets. Moi, ce serait ma première question. La deuxième question, ce serait autour de cette question du salafisme. Vous l'avez évoqué l'un et l'autre. Hein. Moi-même, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur la question, et il y a évidemment dans le débat public français beaucoup d'incompréhension sur tout ça. Mais ce serait bien quand même de revenir là-dessus, précisément parce que le débat public français s'est emparé de cette question du salafisme, et le débat public et les pouvoirs publics, puisque vous avez vu que un certain nombre de responsables politiques aujourd'hui dissertent sur le salafisme à longueur de temps de parole, comme s'ils avaient fait des études d'islamologie très poussées, ce qui n'était pas le cas. Donc ce serait intéressant de revenir là encore sur le lien de ce salafisme, cette culture religieuse au sens large qui s'est répandue dans la région dans les dernières décennies, dont on voit la manifestation, là encore, dans les différents contextes, que ce soit ici ou là-bas, et de la manière dont c'est un facilitateur, ou même à la limite l'inverse, hein, parce que la thèse inverse existe. Beaucoup vous diront, au contraire, le salafisme est un rempart. C'est-à-dire que finalement, les salafis sont beaucoup moins enclins que les autres à rejoindre Daesh. Donc là aussi, ce serait bien de revenir sur cette question. Et puis, moi, pour terminer, je voulais, là encore, parce que ça concerne directement la France, et on est aussi dans un débat qui est pour partie franco-français, pas seulement, évidemment. Je voulais revenir sur ce papier qui a beaucoup fait parler de lui le mois dernier, qui a été publié par 2 chercheurs américains. Alors c'est toujours intéressant aussi de voir la contribution des Américains à ce débat, hein, qui a été, donc l'un des 2, c'est Will McCants, qui est un chercheur qui a fait un bouquin très très bon par ailleurs sur Daesh, hein, en anglais, qui s'appelle The ISIS Apocalypse. Et donc Will McCants, avec un de ses collègues, a publié un papier qui s'appelle The French Connection. Et alors ça a été un peu répercuté dans le débat franco-français, où Will McCants et son collègue expliquent qu'il y a quelque chose de troublant quand on regarde les chiffres des recrutements de djihadistes, en fait. Si on prend les pays qui, en proportion de leur population musulmane, ont produit, entre guillemets, le plus de recrues pour Daesh, on a 4 pays qui sont ce qu'ils appellent de culture française. C'est-à-dire la France, la Belgique, la Tunisie et le Liban. Alors, ça a immédiatement provoqué des réactions extrêmement critiques, en particulier certaines tout à fait justifiées, sur le mode « ce sont des Américains, ils ne comprennent rien, d'abord la Belgique n'est pas un pays de culture française ». Et d'ailleurs, si on regarde le profil des recrues de Daesh, en fait, il y a énormément de Flamands. D'autres ont dit « attendez, le Liban, culture française, qu'est-ce que vous voulez dire ?» Donc effectivement, ça a provoqué beaucoup de réactions. Et en même temps, donc il y a un deuxième papier qui est paru, qui est plus long, qui répond aux premières réactions. Et on a l'impression quand même tous qu'intuitivement, ils ont quand même compris quelque chose. C'est-à-dire que même si finalement on peut débattre des preuves ou des indices qu'ils proposent, il y a quand même quelque chose intuitivement qui résonne chez une partie d'entre nous. Donc moi, je voulais revenir aussi sur cette French Connection et votre réaction à l'un et à l'autre, à tout ça. Et puis voilà, donc ouvrir peut-être pour une deuxième période d'intervention sur ces questions, puis peut-être aussi vos réactions à propos de l'un de l'autre. Voilà. Et puis ensuite, on ouvrira la salle. François, du coup. Je vais commencer par la dernière interrogation sur
la capacité de la francophonie ou de la France, lorsqu'elle fait irruption dans l'univers et dans l'imaginaire du monde musulman, à faire beaucoup plus de dégâts que les anglophones. Et je vais y répondre par une pirouette terriblement raccourcie dont je suis à l'avance très fier, en vous lisant simplement un tweet d'Esther Benbassa il y a 3 jours. Esther Benbassa, qui n'est pas utile de présenter, a dit « On peut continuer à se foutre de la gueule du communautarisme anglo-saxon. Mais nous, on n'a pas élu un président noir et un maire de Paris musulman. » Eh bien, si j'osais, je vous disais, tournez cette problématique dans la tête et vous avez la réponse à l'article des Américains. Mon hypothèse est que le mode d'acculturation ou de déculturation des Français dans le monde musulman a été infiniment plus violent. Infiniment plus violent que le mode anglo-saxon les Anglais, ils étaient à Aden, ils contrôlaient 3 points de circulation commerciale. Ils n'ont jamais voulu que les autres disent mes ancêtres sont les Gaulois. Bon, ils se seraient gourés, mais nous, on a voulu faire apprendre nos ancêtres les Gaulois. Nous, on a eu le modèle d'assimilation. Et donc la violence symbolique que nous avons initiée dans la confrontation des imaginaires est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte. Dans un livre que j'ai écrit avant qu'il y ait l'énorme crise algérienne, puisque l'islamisme au Maghreb, la Voix du Sud, il sort en 88, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je dis le potentiel islamiste le plus fort de tous les pays de la région, et je le dis jusqu'à aujourd'hui, c'est l'Algérie. C'est en Algérie que l'archétype de la violence symbolique coloniale a été poussé au-delà de toute limite. Hein. Donc, sur ce terrain-là, on pourrait bien sûr développer, hein, mais sur ce terrain-là, Olivier, tu l'avais dit en partie, en tout cas, hein, en disant que la langue française est plus envahissante. Et on pourrait donner des tas d'exemples pour expliquer pourquoi c'est dans les filières francophones, contrairement à ce qui est répété ad nauseam, que les filières islamistes sont nées en Algérie, et pas dans les filières arabophones. C'est dans les filières francophones que s'opérait la réaction contre ce qui était vécu comme un viol d'une certaine catégorie d'imaginaire. Bon. Daesh n'a pas de soutien dans le monde arabe. J'irai quand même plus prudemment. Je dirais que les territoires, qu'est-ce qui nous est arrivé de grave au cours des 5 années écoulées? Les extrémistes ont cessé de jouer leur rôle. Avant, les extrémistes, c'était des mecs qui bossaient aux extrêmes, hein, à la périphérie. Qu'est-ce qui est arrivé à partir d'août 2014? Les extrémistes sont entrés en interaction positive avec des pans entiers des sociétés. Quelles étaient les caractéristiques de ces sociétés? C'était des sociétés où les dysfonctionnements du système de représentation politique et d'allocation des ressources avaient été poussés au-delà de toute limite. L'Irak, la Syrie, et bien sûr, on peut prendre le cas du Mali. Il ne faut jamais oublier que le nord du Mali était abandonné, que les Touaregs, avant de se tourner vers les djihadistes, ils disent « on a demandé à tout le monde ». Souvenez-vous, en Sardine, on dit à la radio, hein, c'est Ansar ad-Din. Hein, et en Sardine, le leader en Sardine, Haghali, il a dit « Moi, j'ai demandé à tout le monde de nous aider à faire valoir nos intérêts à Bamako qui nous abandonnent depuis 3 décennies, nous les cocus de la décolonisation, comme les Kurdes, nous qui n'avons pas eu une nation au moment de la distribution, nous qui n'avons pas eu un État au moment de la distribution postcoloniale. » Eh bien, Daesh s'implante en fonction des contre-performances des institutions politiques. Si les institutions politiques sont fonctionnelles, les sociétés ne mettent pas le curseur sur l'extrême du narratif idéologique et normatif de Daesh. Et on a vu des expériences très enrichissantes en Libye récemment et en Tunisie récemment. Ce qui s'est passé à Ben Gardan l'autre jour, vous pouvez googler, malgré les titres stupides comme inflige l'Obs Plus, l'article reste lisible. Ce que j'ai dit sur les leçons de Ben Gardan, les leçons de Ben Gardan, ça montre que quand il n'y a pas une carence absolue des institutions politiques, la population ne va pas se jeter dans les bras de Daesh. Et ça, on aura la démonstration en Libye. Qu'est-ce qui va sauver la société libyenne de Daesh? C'est tout sauf les bombes occidentales qui font exactement l'effet inverse, hein, puisqu'elles confortent la légitimité symbolique des destinataires des bombes. C'est tout le côté contre-productif de nos stratégies de sortie de la crise syrienne actuellement.
Bon, donc Daesh, oui, bien sûr, doit être étudié dans le contexte spécifique de chacune des situations nationales, mais il y a quand même un dénominateur commun. Les gens font du Daesh quand il n'y a vraiment rien, plus rien d'autre. Hein. En Syrie, c'est... Alors je sais, c'est paradoxal. Daesh a été fabriqué par une sur-intervention américaine en Irak et par une sous-intervention américaine en Syrie. Oui, c'est vrai. Alors ceux qui veulent gueuler, de toute façon, on a toujours faux, ils peuvent le faire. Mais c'est quand même ça qui s'est passé. Nous avons fait des promesses à l'opposition syrienne non extrémiste, mais c'était des promesses vocales. On les a laissés se faire tuer sous les barils de bombes. On a énoncé sans arrêt notre intérêt pour les minorités, hein, mais jamais pour la majorité. Et donc, à mon sens, la diversité de la grille d'analyse qu'on doit mobiliser pour Daesh, elle est déjà construite. Hein. Vous prenez le degré de contre-performance du système institutionnel et vous avez l'espace dans lequel Daesh se déploie par défaut. Et alors, je vais vous montrer un truc qui est quand même assez remarquable. Il y a une certaine diversité à cette tribune. Eh bien, je vais citer un auteur dont j'espère qu'il va être plus connu, qui a employé, pour résumer ce que je viens de dire, une formule exceptionnellement pertinente. Le meilleur ennemi de Daesh, c'est Daesh. Le meilleur ennemi de Daesh, c'est Daesh. Et moi, je rajoute, chaque fois que nous nous substituons au seul ennemi véritablement efficace de Daesh, nous l'affaiblissons. C'est-à-dire nous donnons un surcroît de ressources symboliques, hein, un surcroît de capacité de mobilisation à cette formation qui reçoit les bombes de la terre entière. Vous vous rendez compte? La situation dans le monde, elle n'est pas compliquée actuellement. Hein. On croit qu'elle est compliquée. La situation de la guerre syrienne, elle n'est pas compliquée, on croit qu'elle est compliquée. La totalité des acteurs étatiques est en train d'écraser ou de laisser écraser l'expression militaire de l'opposition à Bachar el-Assad, toutes nuances confondues. Il n'y a pas un seul acteur étatique qui n'est pas dans la fascination de l'écrasement militaire de Daesh. Donc gardez bien ça présent à l'esprit. Alors le primat des causes ou la vraie différence, moi je pense que j'ai déjà répondu. Bien sûr, on n'écrit pas en blanc et noir, mais j'ai aussi contre-répondu. J'ai dit une limite, hein, parce que, cher Olivier, ce que tu as dit, les pieds nickelés c'est dans la presse, mais la déconnexion totale entre... Moi, ce qui m'inquiète dans cette thèse, c'est que si on en fait une lecture trop rapide, par exemple du côté des autorités politiques, on peut dire on peut continuer à bombarder, on peut continuer à faire ce qu'on veut en Palestine. Il n'y a absolument aucune corrélation entre nos bombes et les leurs. Et ça, c'est cette corrélation que moi, je veux rétablir à tout prix. Alors, bon, on peut le formuler comme on veut, mais ça me paraît essentiel de dire que là, sur ce terrain-là, moi, j'ai une différence et elle n'est pas prise dans des formules de presse. Le salafisme, un chercheur réputé, qui n'est pas si loin de moi, a dit un dogme religieux, le dogme chrétien peut produire des moines contemplatifs ou des moines guerriers. C'est remarquable. La référence religieuse musulmane peut produire des mormons, des salafis quiétistes, des gens qui veulent une application littéraliste, mais néanmoins pacifique de leur dogme, et ils peuvent produire des djihadistes. Ce que nous devons faire, c'est analyser les raisons qui font que l'on passe d'une appropriation politique de telle interprétation. Le dogme chrétien, ça peut produire mon saint patron, chip, 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 c'est saint François d'Assise, qui parlait aux oiseaux, comme moi, ou bien les juges des tribunaux de l'Inquisition. Ce qui nous intéresse, c'est le pourquoi des itinéraires. Ce pourquoi n'est pas idéologique. Ce pourquoi est politique. C'est des interactions politiques et sociales qui font... Alors, j'en arrive, et c'est ma conclusion, à l'expression de ma vraie différence, notamment, cette fois-ci avec Gilles Kepel, la radicalisation sectaire, le salafisme. Même le salafisme piétiste, non combattant, faut quand même pas nier que c'est une culture du repli. Enfin, c'est pas quand même l'ouverture sur l'autre. Hein. Donc, on va pas quand même caricaturer. Mais la radicalisation sectaire, à mes yeux, n'est pas l'antichambre de la radicalisation politique. C'est l'inverse. Si vous commencez à me casser les pieds, puis vous me marchez sur mes superbes pieds, puis vous me collez des gifles,
Je vais entrer lentement, irrésistiblement dans un état d'esprit qui va me préparer à user contre vous d'une partie de la violence dont j'estime que vous me la faites subir. À ce moment-là, je vais chercher dans le paysage le lexique qui va me permettre d'exprimer et, le cas échéant, de légitimer la contre-violence que je vais vous appliquer. Et là, vous voyez que je suis en état d'opposition totale. Nous fabriquons des salafistes. S'il y a des salafistes, c'est que quelque part, la machine à intégrer, à fabriquer de l'harmonie, le vivre ensemble ne fonctionne pas. Nous fabriquons la radicalisation de l'autre. Quand dans un ensemble national, il y a quelque chose qui ne va pas, on doit d'abord interroger la responsabilité de ceux qui sont en situation de domination, avant d'interroger l'autre qui nous tire la gueule. On doit quand même s'interroger sur le fait de savoir si quelque part, ce n'est pas l'atmosphère nationale qui fabrique ce repli sectaire. Donc, voilà, ça sera ma conclusion, mais c'est vraiment c'est plus que ma conclusion, ça me résume. On perd notre temps quand on va chercher dans la déradicalisation religieuse, tout ça, c'est complètement bidon. Si, je vais quand même dire un truc absolument monstrueux, mais je l'ai dit devant les députés, donc je peux le redire ici. J'ai dit, moi, je veux bien participer au stage de déradicalisation si vous me laissez choisir les gens qu'on mettra dans la salle. Moi, je ne veux pas que des musulmans. Je veux aussi des échantillons choisis de toutes les élites politiques françaises, toutes couleurs confondues. Je veux les déradicaliser. Hein? Donc, la radicalisation sectaire est le corollaire du mécanisme qui a fabriqué de la radicalisation politique. Et là, nous sommes tout à fait d'accord. Le lexique, il se trouve que conjoncturellement, c'est le lexique de la religion musulmane. On n'a pas le temps, mais moi, je me fais fort de vous expliquer pourquoi c'est le lexique de l'islam qui, actuellement, a le plus fort potentiel c'est celui qui nous emmerde le plus quand on l'entend. Hein? Pourquoi? Mais pour des raisons historiques qu'on peut déconstruire. Alors, c'est le lexique de la religion musulmane qui sert actuellement à marquer la distance dans l'enceinte nationale et dans l'espace international à l'égard du dominant occidental déchu ou en voie de déchéance. Mais ceux qui croient aller chercher la source, l'explication et surtout le traitement de la radicalisation en obligeant les gens à relire la sourate à l'envers ou en imposant une interprétation différente, sont dans un contresens méthodologique total. Hein. Et encore une fois, cela, je ne le dis pas pour être gentil à l'égard des musulmans, je le dis pour être efficace dans notre modeste contribution à la réflexion sur ce que devrait être la réaction de notre société face aux difficultés auxquelles elle est confrontée. Merci, Monsieur le Président. Merci, François. Olivier. Merci. Oui, bon, là, on est d'accord à peu près. Simplement, il y a toujours cet accent, moi, qui m'agace chez François, qui est toujours de tout faire, de voir dans le réactif, de ne pas voir les dynamiques internes du monde musulman, du Moyen-Orient, etc., de toujours les soumettre à une espèce disons, d'imposition d'un ordre mondial qui est, à mon avis, plutôt décadent aujourd'hui. Mais sur le fond, je suis d'accord. La corrélation entre la francophonie et le radicalisme est bien une question de culture, hein, de déculturation. Mais il y a peut-être d'autres facteurs aussi. Parce que je crois que c'est aussi un problème profond de rapport à la langue arabe, et pas à la langue, seulement à la langue française. Hein. Et s'il y a une crise, un problème de la radiophonie au Maghreb, c'est pas seulement, c'est en partie à cause de l'espèce de francisation forte, je suis tout à fait d'accord, mais il y a aussi des revendications d'Algériens, de Marocains et de Tunisiens pour la reconnaissance des langues locales, hein, contre l'arabe commun, hein, contre l'arabe qu'on peut appeler classique ou littéraire, comme on veut. Donc c'est plus triangulaire, hein, mais c'est clair, pour moi, radicalisation et déculturation, en particulier linguistique, il y a un lien profond, et c'est pour ça que que ce soit pour des raisons structurelles à cause de la politique de la France, ou des raisons conjoncturelles, le fait que la France ait colonisé le Maghreb, où il y avait déjà un problème de tension entre deux types d'Arabes, c'est une clé, effectivement, qui explique largement ça. Pour le multicausal, etc. Là aussi, je suis tout à fait d'accord. Il y a des dynamiques du Moyen-Orient. Hein, il y a la crise, en gros, parce que des croissants fertiles, c'est-à-dire des vilayettes ottomans
de la Palestine à Bassora, qui ont toujours eu un problème de trouver une expression politique. Et le fait aujourd'hui que sur les 5 pays issus des vilayets ottomans, alors que la population est à majorité arabe sunnite, eh bien seulement un maintenant a un système politique tenu par les arabes sunnites, à savoir la Jordanie, et que tous les autres, ce sont des non-arabes ou arabes non sunnites qui tiennent le pouvoir, crée effectivement une crise majeure qui s'est exacerbée avec l'intervention militaire américaine en Irak, qui a détruit donc l'Irak comme État arabe sunnite. Ça, c'est clair. Moi, j'insiste beaucoup moins là-dessus dans ce que j'écris, tout simplement parce que je ne suis pas un spécialiste de l'Irak et de la Syrie. Et je laisse d'excellents collègues. Je pense à Luizard, par exemple, qui a écrit, Pierre-Jean Luizard, qui a écrit un excellent petit bouquin sur Daesh, bon, en plus très accessible, pour une fois. C'était pas là-dessus, où on voit très très bien l'analyse des dynamiques locales. Simplement, ce n'est pas le cœur de mon analyse, parce que ce n'est pas le cœur de ma spécialité, hein, c'est juste pour ça. Et le salafisme, ça c'est une grande question. Là aussi, enfin, je pense pareil, qu'il y a une dynamique propre au salafisme, que le salafisme n'est pas simplement, même s'il l'est aussi, l'altérité la plus radicale à une occidentalisation perçue comme forcée. Parce que je pense que le salafisme est une forme d'occidentalisation, profondément. Parce que, pour moi, la clé du salafisme, c'est la déculturation. Et ces phénomènes de déculturation, quand on les attribue à un rapport de domination, on ne voit pas ce qui se passe. La domination existe, hein, encore une fois, c'est un faux débat, ça. Mais la déculturation n'est pas simplement, que ce soit pour la langue ou pour la religion, une conséquence de la domination. Il y a des logiques propres. Et on voit très bien comment, dans un contexte de déculturation, le salafisme attire. Et il n'attire pas que des révoltés. Hein, il n'attire pas que des gens qui veulent faire la guerre et la révolution, pas du tout. Donc dans ce cas-là, on est bien d'accord, il y a un salafisme quiétiste. La question que je me pose maintenant, que je ne me posais pas il y a un an. Il y a un an, on considérait presque tous que, bon, tous les salafistes ne sont pas djihadistes, mais tous les djihadistes sont salafistes. Voilà, ça paraissait... bon. Et on disait, donc, même si le salafisme n'est pas la cause du djihadisme, le salafisme a une responsabilité puisqu'il fournit le modèle théologique du djihadisme. Et maintenant, j'en discutais avec Stéphane Lacroix il y a quelque temps, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Mais est-ce qu'ils sont vraiment salafis, ces gars? Bon, on a décidé qu'ils étaient salafis parce que, d'un seul coup, ils adoptent, disons, un modèle normatif et très simplifié de l'islam, qui vont abondamment justifié par ce que disait François, des versets coraniques, etc. Un petit logiciel, un petit kit du hadith hein, qui circule sur Internet. Mais, et là, je pense qu'il y a un terrain d'étude, je commence à travailler là-dessus, mais et si on regardait leurs pratiques religieuses concrètes est-ce qu'ils font bien leurs 5 prières par jour? Est-ce qu'ils mangent bien halal hein est-ce que leurs modes de vie sont conformes à la charia telle qu'elle est retravaillée par les salafis? Et j'ai des doutes, de plus en plus, on trouve qu'au contraire, non, pas du tout. Je veux dire, prenez par exemple la gestion du sexe par Daesh, hein, il n'y a absolument rien de salafi. Bon. Par exemple, quand ils obligent les filles à se remarier, alors il y a différentes catégories, hein, il y a les esclaves sexuels, il y a les concubines, il y a les volontaires qui viennent épouser des djihadistes, etc. On a plusieurs catégories. Mais il y a certaines, ils leur imposent des contraceptifs pour qu'elles ne tombent pas enceintes, et à d'autres, ils les obligent à se remarier immédiatement sans respecter les périodes de vacuité prévues par la charia. Et là, pas seulement la charia salafi, mais bon, hein, toute une charia traditionnelle. On se dit, ces gars-là se fichent complètement, en fait, des normes salafistes ou autres d'ailleurs, et des normes chariatiques, tout simplement. Donc la question n'est pas, est-ce que ce sont des vrais... la question n'est pas... Enfin, il ne faut pas leur adresser les critiques qu'on adresse d'habitude au salafisme, hein, mais se demander, mais c'est quoi leur référence religieuse à eux? Et là, on voit que c'est beaucoup plus un imaginaire qui est en fait assez peu normatif, puisque la norme, c'est le groupe qui va se créer sa propre norme. Ils ont un système d'autoconfirmation par ils vont chercher des références. Ils ne vont pas du tout chercher la référence, mais ça, Stéphane connaît mieux le sujet que moi, chez des grands chers salafis établis, etc. Pas du tout. Hein.
Ils vont se chercher des références qui correspondent en fait à leur pratique de groupe. Donc là, je dirais, sur cette question du religieux, il y a beaucoup de travail à faire. Et puis justement, il est peut-être temps de remettre en question cette idée que le djihadisme est une autoradicalisation du salafisme. Juste une phrase, mais juste pour compléter. Dans notre inventaire des raisons pour lesquelles la France fabrique de la radicalisation, je pense qu'on a tous les deux oublié de mentionner quelque chose. C'est évidemment la laïcité à la française. C'est-à-dire le fait que le religieux était légitime dans l'espace public, alors qu'en territoire anglo-saxon, il l'est. Et je prolonge le tweet d'Esther Benbassa. Moi, j'aime beaucoup dire aux Français que ce qui leur a coûté les Jeux Olympiques à Paris, c'est cette incapacité à gérer sur un mode dépassionné la relation à la culture de l'autre quand elle est un tout petit peu religieuse. Et la façon de le démontrer, c'était de montrer l'affiche sur la base de laquelle Londres a remporté les Jeux Olympiques, où on voyait, comme par hasard, d'abord le multiculturalisme et un voile islamique, par exemple. Alors que l'affiche française, c'était camembert et baguette de pain. On était complètement repliés et c'est une des raisons qui est un corollaire de ce qu'a très bien dit Esther Benbassa. Le communautarisme anglo-saxon, il a quand même permis à l'ascenseur politique de fonctionner. Vous imaginez un maire musulman à Paris? Non, on n'y est pas encore. Je n'ai pas parlé d'un président noir. Eh bien, c'est... Non, mais vous aurez la possibilité de vous exprimer. C'est vrai qu'il y avait une très très bonne émission sur France Inter qui posait la question micro-trottoir. Il disait, est-ce que vous seriez prêt à ce qu'il y ait une fille d'émigré espagnole à la mairie de Paris? Et le monsieur disait, oh, non, on n'y est pas encore et tout. Bon, mais ça, c'est donc pas le débat, ça c'est juste, il fallait prononcer ce mot laïcité à la française comme étant l'un des éléments constitutifs de l'explication qui veut que, oui, effectivement, notre relation avec le monde dans lequel nous avons été en situation d'hégémonie politique, militaire et culturelle a été plus traumatisante quand nous étions francophones. Si ma mémoire est bonne, c'est Guillaume Meurice sur France Inter. Oui. Voilà, la cité, oui, le micro-trottoir dont parlait bon François. Olivier, si vous avez un mot à ajouter ou...